Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter cette petite carte que je viens d'acheter sur eBay. Je précise que je l'ai achetée en sachant qu'elle n'était pas testée, puisque la personne ne possédait pas d'Amiga pour la tester. Bon, je ne l'ai pas eu à un prix très élevé. Ça reste correct par rapport au potentiel en fait de cette carte. Première chose, eh bien, en fait, déjà en l'état, elle ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sous cette carte, on a des réhausseurs, ce qui est tout à fait classique pour les cartes qui viennent se plugger sur le socket du 68000. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a une patte de cassé ici. Et en fait, on ne la voyait pas, puisque la patte est restée collée dans l'adaptateur. Donc, ça, c'est la première chose qu'il va falloir réparer. Deuxième chose, on le voit sur la photo, c'est qu'il y a du vert de gris, de l'oxydation à ce niveau-là. Pourquoi? Je ne sais pas, puisque c'est une carte qui n'est pas censée avoir de batterie. Donc on verra pour un nettoyage. Je l'ai bien évidemment chiropracté avant de faire un test. Donc comme je le dis hein, sur les visos de vidéo, on appuie comme une brute sur les composants. Et même si je l'ai fait il y a quelques minutes, on entend que ça craque encore. Bien, maintenant qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une Bing Bang Ardital, donc c'est un produit espagnol de 1991 conçu pour le 2000 et le 500, donc potentiellement pour le CDTV, et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant. Cette carte en fait, d'après le manuel, que heureusement le vendeur m'a traduit de l'italien en français, elle a un peu le même principe que la carte Blizzard qui était conçue pour le CDTV, c'est-à-dire que on peut la mettre en origine avec juste un 68000, et grâce à un switch, on passe sur un 0.30. Donc là, on est vraiment sur une très grosse évolution. 8 modes fast. Et la chance que j'ai, c'est que celle-ci est complète. C'est-à-dire qu'elle a tous ses modules mémoire présents sur la carte. Elle est absolument complète, donc elle est au maximum de ses capacités. Maintenant, eh bien, il va falloir ressouder cette patte. Je vais utiliser ce bon vieux 500+, qui se trouve ici avec une ROM Dialoga pour voir les performances, puisque pour voir les fréquences, il faudrait avoir un workbench. Le problème, c'est que cette carte ne fait pas l'acquisition de l'IDE, alors ce qui est complètement désuet aujourd'hui, hein, mais pour un CDTV qui a donc du SCSI, c'est au contraire extrêmement intéressant. Donc en premier lieu, je vais essayer de la faire tourner en mode 68000, et puis si jamais j'arrive à la réparer, eh bien j'espère que j'arriverai à la faire tourner en 0.30. Donc c'est parti pour un petit peu de soudure. Je ne vais pas vous le montrer, puisque de toute façon c'est d'une simplicité enfantine, et vous m'avez déjà vu faire ça des milliers de fois. Donc je ressoude, et on attaque directement sur la carte mère. Bien, maintenant que les pattes ont été ressoudées, pas tout à fait droit, mais ça va se redresser dans le socket, je me demande si c'est pas une carte qui revient de SAV. On voit qu'il y a encore des traces de flux ici, au niveau du sélecteur, dont je n'ai absolument aucune idée de la fonction, et au niveau du quartz. Donc à mon avis, le petit quartz de 25 MHz là, il faudra le tester. Je pense qu'il y a quelques composants à tester. Après, je m'inquiète pas trop, beaucoup de composants sont des composants mémoire classiques. Par contre, ce n'est pas classique. Donc j'espère que j'arriverai à remettre cette carte en route. Mais voilà, bon, j'ai remis des picots. On va pouvoir tester ça sur la carte. J'espère au moins avoir un démarrage. Et je vais regarder comment la configurer en mode 68000. Donc, une fois installé, j'ai mis l'Amiga sous tension avec une Dialoga. Et malheureusement, il n'y a strictement aucune activité. Donc, ni 0.30, ni 68000. J'ai cru voir sous le 68000 que le support était cassé. Je soupçonne aussi un mauvais levage au retrait du 68000. Donc je vais le retirer et on va regarder comment ça se passe dessous. Premier constat, on peut voir qu'il manque une patte ici sur le support du 68000. Une patte ici a été cassée, donc signe qu'il y a eu une forme de levier. Ce qui est par contre assez impressionnant, c'est que il est oxydé ce 68000 là. Il est vraiment pas top. Hein. J'essaye de vous faire le focus. Bon, il veut pas. Hop. Mais on peut voir que c'est pas propre, c'est pas beau. Hein, donc, je vais pas utiliser ce pros là, je vais prendre celui-ci qui est mon pros de test et qui fonctionne parfaitement. Un coup d'SRB1000. Ah, bien enlever toute la saleté. Laisser évaporer et puis donc on va venir lui poser ce 68000 là. Mais donc il va dans quel sens? Ah si, il y a quand même un détrompeur.
Bah, laissez-moi vous dire que c'est pas simple à mettre en place. Par contre, une chose est sûre, si je redémarre la carte, le socket ne va pas rester. Je vais le changer parce qu'il ne me paraît pas en super bon état. Allez, on rallume. Hop, toujours rien à l'écran. Oh, c'est dommage que j'ai pas de LED clavier, tiens, pour voir ce que nous dirait le système. Mais enfin là, de toute façon, il n'y a rien qui démarre. Donc, on va s'attaquer à la fiche technique pour voir comment le régler. Oh, et après, on s'étonne que je dorme mal. Bon, en fait, la configuration est relativement complexe. Du coup, les deux cavaliers qui sont là servent uniquement pour les tests, mais par contre, j'ai pas le manuel de test, donc je ne sais pas comment ça marche. Ici, on a 3 positions différentes pour disposer les quartz en fonction de la fréquence supplémentaire que l'on veut utiliser pour le 0,30, puisqu'on peut l'utiliser avec sa fréquence de base ou avec 3 quartz différents. Bon, j'ai remis le quartz en position de base, position d'origine, et ce coup-ci, j'ai un pseudo démarrage, alors c'est plutôt bon signe. Si on regarde la LED clavier, cette fois-ci, elle s'initialise. Tac, voilà, elle passe en mode je cherche voir si j'ai une ROM ou un CPU. Ce qui se passe à l'écran, c'est tout simplement que la Dialoga ne démarre pas, mais va avoir un écran rouge clignotant. Donc pour l'instant, on est sur le zéro démarrage, problème de ROM ou de processeur. Donc c'est déjà un bon signe. On va essayer plusieurs configurations. Donc après plusieurs petits bricolages comme ci comme ça, donc on peut voir donc, que la ROM s'initialise. Donc ça c'est plutôt bon signe. Mais à l'écran il ne se passe rien. Si par contre j'appuie très fort sur le quartz, je vais essayer d'appuyer, je vais le mettre en contrainte plutôt. J'éteins. Je rallume. Je filme mon écran. Yop là. Et la Dialoga démarre. Donc déjà, ça veut dire que le processeur est fonctionnel, mais qu'il y a certainement un faux contact quelque part. De deux, il y a un faux contact dans le quartz. Par contre, l'image n'est pas bonne. Hein. Elle est divisée en deux. Donc ça veut dire que la Logica n'arrive pas à aller au bout de son initialisation. Voilà, il y a un truc qui lui plaît pas. Mais c'est déjà une bonne piste. Ah, je peux vous dire que là, j'ai envie de tuer un pizzaiolo. Hein. J'ai tellement passé de temps sur Google Trad pour arriver à comprendre ce que disaient les gens. Bref, en changeant la configuration de ce qu'ils appellent le CN1. Alors malheureusement, il n'y a rien sur la carte qui indique c'est CN1. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 5 positions de cavalier. Mais sur le schéma, on vous donne ça. Avec 6 positions. Avec certaines fréquences qui sont censées faire du off, off, on, off, bref, ainsi de suite, pour des fréquences. Bon, du coup, vu que ça me paraissait pas logique, j'ai essayé de faire un petit peu ce que j'ai pu. J'ai donc pris la photo d'Amiga du Big Book. J'ai installé donc les cavaliers exactement comme sur le Big Book. Pareil pour les deux cavaliers qui sont là, ainsi que le troisième qui est là, en mettant le quartz au milieu comme sur le Big Book. Et là... boum, j'arrive sur mes Logica. C'est déjà une bonne chose, mais il n'y a rien de gagné. Il n'y a rien de gagné, pourquoi? Parce qu'au démarrage, la Logica m'a envoyé des signaux rouges clignotants. Ce qui signifie qu'il y a un problème processeur. Donc là, je vais brancher une souris, on va aller faire un petit tour. Hop. Voir ce qui se passe dans touche chantier. Mais à mon avis, on va trouver des erreurs quelque part. Mais c'est déjà plutôt bon signe. Qu'est-ce que je ferais pas pour ce CDTV? J'ai l'impression d'avoir acheté tous les trucs les plus improbables de l'Amiga. Alors, on va voir ce qu'il nous détecte. Alors, eh ben, on va dire que c'est un Amiga 500. Qu'est-ce qu'on va tester? Système info. Alors, déjà, il reconnaît le 6830. Potentiellement, ça veut dire que je vais avoir un CDTV avec un 030. Bref, le 6882 est donc reconnu. MMU en 6830, ok. ECS Agnus, tout va bien. GFX Denise, tout va bien. Alors le point rouge qui se trouve ici, c'est le disque interne, donc il n'y a pas de souci. Autoconfig device found. PCMCIA, non, on s'en fout. Keyboard, ok. Real-time clock, ok. Chip 1 MO, fast 2 MO, total de mémoire 3 MO. Je suis censé avoir
à voir dans cette configuration. Normalement, je devrais avoir 8 MO. Mais bon, je vais absolument pas me plaindre. J'ai la configuration pour avoir 8 MO, mais pour l'instant, c'est réglé en 3. Sachant que pour moi, ça n'a pas réellement d'intérêt. Même si je suis à 0, j'ai une carte de 8 MO de fast sur le CDTV. Donc, pour ça, c'est pas un souci. Par contre, je pensais que ça rajouterait de la chip. Et pas du tout. Je reste donc sur 1 MO. Ce qui ne me dérange pas, puisque de toute façon, encore une fois, sur le CDTV, j'ai un méga chip. Donc, j'aurai mes 2 MO de chip RAM. Il n'y a pas d'option. Bon, il n'y a plus qu'à potasser le manuel. Mais simplement, en refaisant la configuration des cavaliers, j'ai changé le processeur, mais le processeur d'origine fonctionnait. Par contre, j'ai changé le quartz, je suis plus sur le 25 MHz d'origine. Je suis passé sur un 28, donc le quartz que l'on trouve normalement sur un Amiga 1200. Et pour l'instant, tout a l'air de fonctionner. Ah oui, je vois qu'il y a un... Bah oui, Agnus 80... Pourquoi 8372 ? Je vois que l'Agnus, si vous voyez bien, est marqué en 8372 alors que je suis sur une carte mère d'Amiga 500+, donc en 8375. À mon avis, j'ai pas fini de chercher les réglages. Je vais regarder comment ça se passe au niveau du chantier du DSP1, donc qui est de tous ces petits cavaliers qui sont autour de la RAM, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Bien, après un temps incalculable de traduction et de compréhension du schéma, c'est bon, j'ai compris maintenant comment ça marche. C'est juste qu'en fait, en fait, ce qu'ils appellent le 1, 2, 3 sont donc les J1, J2, J3, qui ont chacun une position allant de 1 à 3, et le CN10 qui est là, donc c'est bien lui, le CN10. En fait, ils appellent ça la prise de la télécommande. Alors, je pense que c'est dû à la traduction, puisqu'il existe une télécommande pour extérioriser. Extérioriser. En fait, une commande. C'est dommage, j'ai pas de dock là-dessus, mais qui permettait de manière extérieure de choisir de démarrer sur un 68000, sur le 6830, d'activer ou de désactiver la fast RAM. Donc là, j'ai résolu mon problème. J'ai bien mes 9 MO de mémoire, c'est-à-dire 1 MO de chip, 8 de fast. Et pour ça, il a fallu jouer avec le DSP1, qui est donc ceci. En fonction de la position des cavaliers, on va donc choisir à la fois la quantité de mémoire, mais aussi, il faut la régler en fonction du timing des modèles de mémoire que l'on a rajoutés. On peut le voir ici, voilà. En fonction du temps d'accès RAM, il est nécessaire également de régler les commutateurs du DPS1, pardon. Donc 6, 1, 2, 3. Pour l'instant, tout fonctionne, donc je ne vais pas m'amuser à toucher à ces autres réglages. J'ai un démarrage en 0,30 avec 8 MO de fast, 1 MO de chip. Pour l'instant, théoriquement, je suis sur une fréquence de 28 MHz, sachant que je peux l'overclocker à une fréquence de 55. Donc on peut donc avoir du 55 MHz. Bon, déjà, je suis hyper soulagé. C'est une carte que j'ai achetée vraiment sur un coup de tête. Je ne la connaissais pas, j'ai trouvé très peu d'historique. Le gars qui me l'a vendu sur eBay est extrêmement sympa. On a discuté avant les enchères. Il m'a expliqué que voilà, il l'a acheté d'occasion il y a très longtemps. Il n'a jamais pu la tester et qu'il la vendait en précisant bien qu'elle était non testée. Donc c'était vraiment un coup de poker. Après, je pense que dans l'état où elle était, de toute façon, elle ne pouvait pas fonctionner. Il n'y avait aucun réglage qui allait. Au niveau des JP, il y en avait un qui était en mode config, alors qu'il était normalement en mode fonctionnement, puisqu'il ne faut surtout pas toucher au 1 et 2, c'est réservé aux dépanneurs. On avait quelques pattes qui n'étaient pas belles, un peu oxydées, 2 réparations qui n'étaient pas terribles, une patte qui était coupée, un mauvais réglage au niveau du DSP1, et surtout au niveau du CN1, ça n'avait strictement rien à voir avec la configuration de la carte. Ça ne pouvait pas fonctionner, c'est pour ça qu'on avait les écrans rouges au démarrage et que la Dialoga disait écoutez mon bon monsieur, vous avez bien beau appuyer sur le bouton Power de cette superbe alimentation carrée, je ne vous donnerai pas signe de vie. Bien, maintenant que cette carte fonctionne dans 0.30, il faut que j'arrive à comprendre comment la passer en 68000. Apparemment, il y a un jumper qui permet de la passer en 68000, je ne l'ai pas encore trouvé. Chose intéressante, au niveau du CN1, on peut aussi la régler en autoconfig. Donc là, elle est en autoconfig pour avoir la performance maximale avec le 0.30.
Donc on peut voir après hein, qu'il va falloir essayer de la passer de 16 à 55. Normalement, là je dois être à 28. Normalement, hein, si j'utilise ce slot là, c'est pour du 28 MHz, ce qui est déjà très très bien, sachant que là le 6830 chauffe, mais c'est vraiment, vraiment très très peu. Là je vais suivre les conseils de JBAM, c'est-à-dire que je passerai sur des radiateurs céramiques qui sont tout petits et très efficaces. Et donc maintenant, je vais passer à la lecture pour voir si je peux le démarrer en 68 000. Allez, c'est reparti. Bien, la première partie de cette carte au niveau de la réparation est terminée. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la partie en fonction du 0,30, du 6881, de la Fast RAM, tout fonctionne. J'ai donc une configuration avec cette carte d'un Amiga 500 avec 500+, avec un MO de chip RAM, 8 MO de Fast, un 6880 qui fonctionne et un 6830 qui fonctionne. Le problème, c'est que je ne peux pas le rebasculer en mode 68 000. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, le socket est très très abîmé. Du coup, bien évidemment, première chose à faire, sortir le multimètre et jouer avec le testeur de continuité. Donc avant de filmer, j'ai fait toutes les pattes du côté gauche. Voilà, une par une. Voilà, jusqu'en haut et elle fonctionne. Ce qui est normal puisque normalement, c'est juste un relocator. En fait, normalement, dans sa position standard, mis à part quand on sélectionne le 68 000 ici, eh bien en fait, on doit retrouver normalement tous les contacts. Le problème, c'est que comme on peut le voir sur la photo, enfin sur les photos qui sont là, on voit qu'il y a des traces de levier en fait. Hein, il y a dû y avoir une tentative de sortie du processeur en mode ultra bourrin et il va falloir tester d'autres pistes. Normalement, quand on veut switcher la fréquence du 68 000, je ne sais plus exactement, je regarderai sur les schémas, mais il me semble que c'est la pin 15 qu'il faut chanter. Et là, si on commence, je prends donc la pin numéro 1. Je vais essayer de me décaler et de zoomer un peu. Décaler, c'est bon. Donc je vais prendre ma première piste. Pas de souci. Et là, rien. Suivante. Rien. Suivante. Rien. Suivante. Rien du tout. Suivante. Rien. Suivante. Alors là, je pense qu'on doit aller vers le switch, puisque on voit qu'elle arrive jusque là. Hop, je me suis perdu. Donc celle-ci. Donc là, rien. 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 Ah si. Celle-ci, elle passe. Celle-ci passe. L'autre du dessous va pas être facile à avoir, mais ça passe. Donc on les a tous, sauf 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5, on l'a pas. 6, 7. Ah, je me suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8, 9. Ah non, celle-là on l'a pas, parce que justement elle passe à côté. Et je me suis encore perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui bip. Donc toute cette rangée-là ne bip pas. Là, au premier abord, on voit qu'il n'y a pas de piste. Donc je vais retirer la carte et vérifier par-dessous, voir si c'est censé correspondre à quelque chose. Donc de l'autre côté de la carte, on peut voir que le circuit à partir du 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien du coup il va rentrer, pardon, 1, 2, 3, 1, 1, là. En fait il part, il s'en va sur un composant qui est à côté et ne rejoint pas son petit copain à ce niveau-là, hein, ils sont déviés. Donc là on a pu voir que les parties qui correspondent, enfin qui ne sonnent pas sur le processeur, correspondent aux deux composants qui sont ici. Donc soit ils sont défectueux, soit il y a une piste coupée, soit ils sont oxydés, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal d'oxydation.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre tout ça. Je vais retirer les deux composants, je vais leur mettre un coup de produit magique. Et puis on refera un test directement en 6830, voir si ça a changé quelque chose. Et ensuite en 68000. Ah ça gratte. Alors, quand c'est comme ça, je prends une pince Bruxelles, je la glisse sous le composant. Ah, ça la sort complètement. Là. Et on ne les mélange pas. Celui-ci va là. Oh là, oui, c'est oxydé là-dedans. Je vais laisser refroidir un peu la carte parce que si je passe directement du produit du SRB 1000 dessus, il va sortir très froid. Et je suis pas sûr que la variation de température soit bonne. En attendant, je vais passer un petit coup de pinceau magique. Alors, histoire de ne pas refroidir la carte, j'ai plutôt passé mon pinceau hop, au produit. Oh, il est d'une efficacité ce produit. Enfin, cette petite brosse aussi d'ailleurs. Voilà. Donc là c'est bien plus propre. On remet les composants dans le bon ordre. En faisant bien attention aux pattes. Crac. Un coup de chiropracting. Et crac. Allez, on est reparti, retest en 0,30. Donc on est toujours en 0,30, on voit que le 68,82 fonctionne. Bref, en 0,30, tout est bon. Donc on repart maintenant en enlevant le cavalier. Donc voilà, il suffit d'enlever un petit cavalier du CN1, donc celui qui va sur la broche 3 et 4. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, j'ai les écrans blancs. Ce qui n'est pas cool parce que c'est justement ce qui devrait m'arranger pour le CDTV, le fait de pouvoir balancer du... Ah ben voilà, de pouvoir donc balancer du 68000 au 68030. Donc là, normalement, je dois démarrer. On va le voir ce que nous dira la Logica. Mais normalement, je ne dois avoir que le 6830 et la fast RAM d'activer. Voilà, donc là, on peut voir que tout est OK. 68000, pas de FPU, pas de MMU, un MO de chip RAM. Là, bon, la fast est toujours configurée sur 4 MO. Donc impeccable, cette carte est réparée et donc 100% fonctionnelle. Bon là très clairement je cache ma joie, non je la cache pas, je suis super content. Bon c'était pas évident, je remets quand même, non je vais laisser en mode 68000 pour mes premiers tests. Je vais refaire les réglages pour mettre la mémoire, faut que je vois si je peux arriver à la désactiver, pour savoir si je garde ma carte de 8 MO de fast sur le CDTV ou si je la remplace par celle-ci. Ça peut être intéressant aussi, mais là surtout je tiens... la seule, peut-être pas, mais une des très rares cartes à posséder à la fois un 6830 et un 68000 classique. Ce qui est très intéressant et ce qui est même indispensable pour le CDTV, puisque le CDTV a la particularité de fonctionner en 68000 et si on lui met un autre processeur, eh bien il a un problème de DMA, si je me souviens bien. Et du coup, en fait, la partie CD ne fonctionne plus. Là, si je veux fonctionner en partie CD, j'aurais juste à appuyer sur un bouton, je pars en 68000 et je peux booter sur mon CD, lire un CD, jouer à partir d'un CD. Et si après je veux passer sur mon superbe Workbench 3.2, clac, j'active un interrupteur, je passe sur un 0.30. Normalement, ça doit envoyer la purée, sachant qu'en plus, mon cher RetroAxe me fait mes prochaines ROM en 3.2. Bien, cette vidéo est terminée. Pour vous donner un ordre d'idée, il m'a fallu quand même 4 heures. 4 heures de travail pour arriver à la remettre en route. Je suis quand même super content puisque à la base elle ne fonctionnait pas. Et là, dans l'absolu, elle est dans son réglage configuration de base qui fonctionne parfaitement. Alors, ma phrase n'est pas claire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il existe d'autres modifications. Par exemple, ici, on peut modifier la fréquence du 6830 jusqu'à 55 MHz, mais moi, ça ne m'intéresse pas, puisque je vais chercher à avoir quelque chose d'assez rapide, mais je veux aussi que ça tienne dans le temps et surtout que ça ne me dégage pas trop de chaleur, sachant que le CDTV dégage pas mal de chaleur quand même. Ce qui m'amènera certainement à fabriquer une coque un peu différente. Normalement, ça devrait loger, mais à cause des mémoires, c'est pour ça qu'il va falloir que je bricole au niveau de la fast. Mais au niveau des mémoires, normalement, elle devrait taper dans la boîte. Donc,
Je vais voir avec un ami métallier s'il peut pas me refaire un coffret. Bref, ceci fonctionne. La prochaine vidéo, ce sera certainement, et je l'espère, la vidéo du CDTV de l'Apocalypse, qui sera certainement, peut-être, encore une fois, le plus puissant du monde. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.